Mesdames, messieurs, bonjour et merci d'être présents pour cette toute nouvelle Deck Tech. Elle a été mise à niveau suite à Magic Mania puisque je l'ai beaucoup joué et j'ai remarqué 2-3 petits trucs sur les conditions de victoire qui faisaient qu'il fallait le rendre un peu plus agressif. Même si on est sur du bracket 3, même si on est avec 0 tuteur, 0 fast mana, 3 game changers seulement et comment dirais-je, du multi et du fun avant tout, hein. Pas très CEDH, pas trop 1v1, tout ça, hein, vous verrez. Je pense que c'est une bonne base pour s'amuser. Malgré tout, les conditions de victoire n'étaient pas forcément folles, donc j'ai remplacé 2-3 petits trucs et on arrive sur un deck beaucoup plus constant ou à minima beaucoup plus énervé. Alors je vais pas vous faire patienter plus longtemps. La decklist sur Moxfield de Monsieur Ooze, président et PDG, ainsi que tous les autres decks que j'ai pu faire. Si jamais vous êtes curieux, n'hésitez pas à regarder tous les autres trucs que j'ai pu faire, s'il y a déjà pas mal de deck tech qui sont sur YouTube, mais sinon, vous avez le reste, et je ne vous prendrai pas la tête sur le fait que j'ai un partenaire Play-in avec le code ADIBOU2025 qui permet d'avoir plus de points de fidélité, de les transformer en bons d'achat. Je ne vais pas aussi vous dire que j'ai de nouveaux partenaires, Treasurize et Send Your Cards, soit sur la protection de vos cartes, soit sur le fait de les envoyer en tant que vendeur ou pour des potes qui, avec le code MrAdibou5, vous permet d'avoir 5% de remise. Non, on fonce sur la Deck Tech. Je vous présente, tadam, mon chouchou, Mr House, président et PDG pour Mardu 04, créature artefact légendaire humain. C'est un deck où on va lancer des dés. Et c'est ça qui est rigolo, parfois vous allez faire des dingueries, parfois vous allez être trop déçus. C'est le jeu ma petite dame, mais en vrai sachez qu'à la fin le casino et la banque l'emportent toujours. À chaque fois que le résultat de votre dé est supérieur ou égal à 4, créez un jeton de créature artefact 3-3 incolore robot. Si le résultat de votre dé est supérieur ou égal à 6, à la place créez ce jeton et un trésor. Donc ça on prend. Et si tu payes 4 et que tu l'engages, ce monsieur Ooze, tu lances un dé à 6 faces, plus un dé à 6 faces supplémentaire pour chaque mana de trésor dépensé pour activer cette capacité. Du coup, tu peux lancer jusqu'à 5 jetons, 5 dés, 6 faces. Et si tu as de la chance, tu vas créer beaucoup de robots et beaucoup d'artefacts. À la base, on était sur une mi-figue mi-raisin. C'était un deck qui peut faire un peu d'aristocrate, qui pouvait pinguer vite fait. C'était un deck qui pouvait créer des robots et les buffer en leur filant +1/+1 et la vigilance et d'autres trucs. Et c'était aussi la possibilité de doubler ses jetons avec 4-5 cartes qui le permettaient. Aujourd'hui, on a décidé mais totalement de changer son fusil d'épaule. On a vu à Magic Mania que le côté robot bip boop armé, c'était pas forcément ce qui était le plus puissant. On s'est rendu compte que les doubleurs, finalement, ça coûtait un peu cher et que des fois ça doublait pas grand chose. Donc, pareil, on a limité les coûts. En revanche, on s'est rendu compte que le côté aristocrate, ping de la table, ça c'était très fort. Donc, on a modifié son deck pour aller en ce sens. Et je trouve que, je ne dirais pas qu'il est beaucoup plus constant, mais en tout cas, il est beaucoup plus puissant et il fait bien plus peur qu'avant. Je vais commencer à vous présenter les cartes de cette deck tech. On commence par Elspeth, tueuse de tempête. Je vais vous montrer d'ailleurs les unes à la suite des autres les deux cartes qui sont restées dans cette thématique de je vais doubler ce que je crée. C'est ce que fait Elspeth pour 5 avec 5 marqueurs loyauté. Tu vas créer un jeton soldat pour son +1, mais en fait tu vas en créer 2. Ou alors tu vas mettre un marqueur +1/+1 sur chaque créature que tu contrôles et elle acquiert le vol jusqu'à votre prochain tour. Et ça c'est hyper fort parce que soit ça vous permet d'attaquer avec l'évasion, soit de vous protéger avec vos créatures qui ont le vol. Et le -3 qui sera normalement jamais fait, à part quand vous vous retrouvez en 1v1 à la limite, tu détruis une créature ciblée qu'un adversaire contrôle avec une valeur de mana supérieure ou égale à 3. Ça peut être un peu politique. On sait que les Planeswalkers ça dure jamais trop souvent une table, donc si tu le joues pour enlever la créature, la menace, tu peux dire à tes potes, les gars, attention, et pour 5, ça m'a coûté mon tour. Pour 5, j'ai sauvé la team, j'ai sauvé la table. Alors, un peu de respect, vous me laissez Elspeth tranquille pendant un tour. En termes de créatures qui double, Mondrak, Dominus de la gloire, très cool, ça double les jetons, tout ça. Et puis pour 1, et ensuite hybride Phyrexian blanc x2, tu sacrifies 2 autres artefacts et aux créatures, et ça c'est important dans le côté on ping et on fait des dégâts à tout le monde en mode aristocrate, tu mets un marqueur indestructible sur Mondrak. Très sympa. Une autre carte qui est très sympa, qui est un peu unique, on va dire, dans cette deck tech, il s'agit de Delnay, Vigie débrouillarde, puisque la première partie on s'en fiche. Les créatures que vous contrôlez de force inférieure ou égale à 2 ne peuvent pas être bloquées par les créatures de force supérieure ou égale à 3. C'est pas intéressant. Ce qui nous intéresse, c'est si une capacité d'une créature de force inférieure ou égale à 2 que vous contrôlez se déclenche, elle se déclenche une fois de plus. Ça,
vous allez voir, dans ce deck, il y a beaucoup de créatures qui sont de force inférieure ou égale à 2 et qui permettent de créer plusieurs jetons, qui permettent de créer donc plusieurs jetons trésors. Mr House, regardez, il est là. Il a 0 de force, celui-ci. Tout de suite, quand tu lances des dés, ça devient très agréable. Il est également assez unique en son genre, hein. La romancière d'histoire criminelle. À chaque fois que vous sacrifiez un artefact, tu mets un marqueur +1/+1 sur la romancière d'histoire criminelle et tu ajoutes un mana rouge. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Les jetons trésors, ça fait un mana de la couleur que tu veux. Tu craques un jeton trésor. Plus-value de la romancière, tu auras un jeton, mana rouge de plus. Donc pour un jeton trésor craqué, tu as 2 mana et 1 forcément rouge. Et en plus, ça va gagner +1/+1. C'est vraiment très très fort. On va passer maintenant au piocheur. Alia, guidée par la lumière, d'Edge of Eternities, très chouette. Elle a l'hyperespace pour 1, sinon c'est une 3/3. Et quand qu'une autre créature ou qu'un autre artefact que tu contrôles arrive, tu gagnes un point de vie. Et au début de l'étape de fin, tu pioches une carte si tu as gagné au moins 3 points de vie ce tour-ci. Normalement, voilà, Mr House, les dés, les robots, tout ça. Normalement, tu y arrives à chaque tour une fois qu'elle est là. T'es plutôt pas mal. Il est opportuniste, il est morbide, c'est l'opportuniste morbide. Pour 3, c'est une 1/3. À chaque fois qu'une autre créature meurt, tu pioches une carte. Voilà, les tiennes, les autres, voilà, sauf lui. Voilà. Mais sinon, il est opportuniste et il est morbide, on vous l'a dit. Sammy. Oh, Sammy. Mon imitation de Scooby-Doo restera dans les annales, je pense. Sammy, capitaine de reconnaissance, ça vaut un peu cher. 6 pour une 4/4 double initiative vigilance. Ouais, bon, en revanche, les sorts que vous lancez ont l'affinité pour les artefacts. Les jetons rombo bip boop, c'est des artefacts. Mr House, c'est un artefact. Les jetons trésors sont des artefacts. Quand vous arrivez à jouer ça pour 5, même tour 6, hein, le prochain tour, vous savez dans l'idée hein, que vous jouez d'ailleurs tous vos sorts que pour leur coût de mana coloré. Tout le générique va dégager car payé par l'affinité pour les artefacts. Sammy en vrai, on dirait pas comme ça mais c'est vraiment très 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 fort. On va maintenant passer au lanceur de dés, parce que oui, on a dit qu'on lançait des dés, on préfère lancer des D20 au passage, parce que les D6, bon bah les probas sont pas folie fola, les D20 en revanche, ça régale. Donc lui c'est le dragon de cuivre, je sais plus si là c'est le dragon de cuivre de quelque chose, mais c'est le dragon de Baldur's Gate, Donjons et Dragons, tout ça, 6 pour une 6-5 vol, quand elle touche, tu lances un D20 et tu crées autant de jetons trésors. C'est bon? Est-ce que ça va à tout le monde? Si ça va pas, y a pas de souci, je ramène le petit frère. Le dragon des rats anciens, 7 pour une 16-6 vol à chaque fois qu'il inflige des blessures. Tu lances un des 20, des blessures de combat, j'entends. Et quand vous faites ainsi, mettez sur le champ de bataille sous ton contrôle n'importe quel nombre de cartes de créatures ciblées depuis les cimetières, donc depuis tous les cimetières, avec une valeur de mana totale inférieure ou égale à X. X étant le résultat. C'est bon, la réanimation pour 1, ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Tout à l'heure, c'est vrai que je l'ai pas dit, mais le dragon de cuivre, c'est pareil, il faut qu'il fasse des blessures de combat, pas qu'il ping. Le dragon du chaos, alors ça, moi, bellissimo, ça vraiment, c'est mortel. Quand vous vous retrouvez en 1v1, ça sert plus à rien, mais quand tu arrives à le sortir tour 4, tu vois, tu joues Mr House tour 3, puis ensuite elle tour 4, elle est géniale parce qu'elle a le vol et la célérité. Pour 3, c'est une 4-4, ce qui est pas dégueu, l'attaque à chaque combat, c'est ce qu'on veut. Et le truc qui est rigolo, c'est que chaque joueur va lancer un D20 au début du combat. Même toi, donc trigger Mr House. Si au moins adversaire a le résultat le plus élevé, bah il peut pas être attaqué par le dragon du chaos, ni lui, ni le Planeswalker qui contrôle. Mais en l'occurrence, c'est rarissime que t'es 3 ou 4 si tu joues en tricherie, ou 5 adversaires si tu joues en pentacle ou même en tricherie ou en ce que tu veux, fassent tous, par exemple, 15 et que personne fasse en dessous. Donc le dragon du chaos, c'est vraiment une carte qui te permet de lancer un D20 tout le temps et d'aller plus ou moins connecté tout le temps. Et en 1v1, bah, il peut plus attaquer, parce que forcément ton adversaire fera le résultat le plus élevé vu qu'il est tout seul, mais ça te fait une 4-4 avec le vol pour défendre, ce qui est quand même pas trop mal. Une carte, aïe. Alors celle-ci, elle est dure à faire fonctionner parce qu'elle n'a pas la célérité, mais si jamais elle reste un tour, elle est géniale. Delina, Wild Mage, 4 pour une 3-2, t'as compris les stats, c'est pas ça. Mais quand elle attaque, tu choisis une créature que tu contrôles et tu lances un D20. D'un 1-14, tu crées engagé et attaquant un token qui est une copie de cette créature sauf qu'elle n'est pas légendaire. Wink, les dragons qu'on a vu tout à l'heure. Tu l'exiles à la fin du combat. Mais si tu fais 15 ou ça 18, 19, 20, tu crées un de ces jetons qu'on a vu juste au-dessus et tu relances le dé. Donc si tu fais à nouveau 15, 16, 17, 18, 19, 20, tu vas créer un token, tu vas relancer le dé. Ça, j'ai réussi à le faire 2 fois.
Donc une fois, et je l'ai refait 2 fois, parce que j'ai fait 14, 15 et 8, un truc comme ça. Donc j'ai créé 3 tokens. Sauf qu'en fait, c'était Mondrake. J'ai copié Mondrake. Autant vous dire que Mondrake, du coup, ça devient plus ou moins exponentiel. Hein. T'en crées un qui en crée 2, t'en crées 2 qui en crée je sais pas combien, puis t'en crées je sais pas combien qui en crée je sais pas combien x 8. Bref, c'était très marrant. J'ai gagné comme ça. J'ai gagné comme ça en un tour. J'avais je sais pas combien de Mondrake qui ont attaqué tous mes adversaires. C'était GG Wellplay. C'est une 3-2, donc dites-vous qu'en fait, vous avez une phase d'attaque. Mais il faut que la phase soit explosive. On a aussi l'engraisse entasseuse, 4 pour une 3-3. Quand elle attaque, tu lances un des 20 et sur le résultat, tu crées 1, 2 ou 3 trésors. Voilà, même si elle doit succomber à ses blessures, si tu arrives à faire au moins 18, enfin entre 10 et 19, tu as créé 2 jetons trésors, t'es content. Le meilleur T2, littéralement, c'est votre meilleur T2. Pour moi, le roublard pied léger, tu le joues T2, puis Mr. House T3, et tu restes vraiment dans la dynamique de lancer des dés. Quand il attaque, tu lances un des 20, soit il acquiert le contact mortel, soit plus 1 le contact mortel, soit en réussite critique, plus 3 plus 0, l'initiative et le contact mortel. Voilà, ça c'est vraiment une créature qui peut vous faire des dingueries très tôt dans la partie et que vous voulez absolument chouchouter et ne pas perdre rapidement. Vraiment pour moi c'est le meilleur T2. Une carte qui va vous permettre de sortir de pas mal de galères. Vraiment, 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 vraiment. Le Cavernhold Dragon. 9-6-6. Là vous dites Adibou, t'es en train un peu de te foutre de nous. Comment une carte qui vaut 9, sachant que moi j'ai pas trop de réanimation, pas trop de trucs comme ça, peut nous sauver? C'est parce qu'il faut lire la carte. Ce sort coûte X de moins lancé, X étant le plus grand nombre d'artefacts qu'un adversaire ciblé contrôle. Si un adversaire contrôle 7 artefacts, le dragon là, il vaut 2 mana rouges. Et c'est une 6-6 vol initiative piétinement. C'est pas tout, parce que là vous me dites ok c'est pas mal, ça fait des dégâts. Non, non, il faut encore continuer à lire la carte. Quand il inflige des blessures de combat à un joueur, tu vas créer autant de tokens trésors que le nombre d'artefacts que le joueur à qui tu as fait des dégâts contrôle. Donc le mec, il a 7 artefacts, tu l'attaques, il peut pas bloquer ou il bloque pas assez, tu as un dégât qui passe, tu vas créer 7 jetons trésors. Autant vous dire qu'avec Mr. House et les pings, parce que je vous ai dit que ça allait être aristocrate et que ça allait ping, je vous l'ai dit, vous allez voir, c'est une dinguerie et ça m'a vraiment... Elle m'a fait gagner une game celle-là, je vous le dis d'entrée de jeu, elle m'a fait gagner une game. Une carte multitâche de célérité pour la Vaurienne charmante qui effectivement est bien charmante dans ce qu'elle fait puisque soit tu défausses, tu pioches, soit tu crinches ton trésor. Donc en début de game tu crinches ton trésor, en fin de game tu vas peut-être plus passer sur pioche défausse. Le rôle maléfique j'avoue jamais fait, m'en fous pas lu dans l'idée. Le saccageur généreux pareil, dès qu'il y a des artefacts en face, 2 de menaces pour 2 au début de l'entretien, tu crinches ton trésor et si tu fais ça, enfin tu peux crincher ton trésor et si tu crées ton trésor à toi, un adversaire ciblé va crincher ton trésor engagé. Quand il attaque, avant même qu'il y ait les bloqueurs, il va infliger un nombre de blessures égal au nombre d'artefacts que le joueur ciblé contrôle au joueur ciblé que tu attaques. Donc imaginons on a un coquinou qui joue du mono bleu, artefact à plus savoir qu'en faire, ou un shurikai par exemple, et qui a, allez, 12 artefacts T4, bon, tu vas attaquer, tu le mets 14 dans la gueule. Vraiment, sans broncher, il prend son 14, bon, il tue le saccageur généreux, mais tu lui as mis 14. S'il y a Delnay, je vous laisse faire les mains. Le seul unique, il est connu, il est reconnu, le dragon d'Orpon, 5 pour une 4-4 vol célérité, à chaque fois qu'il attaque ou qu'il devient la cible d'un sort, tu crinches ton trésor, et les trésors que tu contrôles ont, quand tu l'engages, tu sacrifies cet artefact, tu ajoutes 2 mana au lieu d'un. C'est fort le dragon d'Orpon, c'est un classique du cinéma français ça. Yann Jansen, alors lui aussi, qu'est-ce qu'il est bon lui. Lui il est bon. Tu sacrifies une créature artefact, un des robots bip boop, tu crées 2 jetons trésor. Tu détruis un jeton trésor, tu crées 2 jetons de créature artefact, un incolore construction. Et ça pour le côté aristocrate encore une fois, c'est très fort. Génération de trésors, on continue. Kalain, un bon tour 2. Pour 2 en Rakdos, c'est une 1-2, quand elle arrive tu crinches ton trésor. Et les autres créatures que tu contrôles arrivent sur le champ de bataille avec un marqueur +1/+1 supplémentaire, enfin pas avec un ou plusieurs marqueurs +1/+1 supplémentaires sur eux pour chaque mana qui provient d'un trésor et qui est utilisé pour lancer ce sort. Voilà, donc en vrai, c'est pas si utile entre guillemets que ça, mais si jamais t'as pas ton Mr. House, si c'est déjà fait gérer 1000 fois, etc., et que t'as plein de trésors qui traînent, écoute, tu payes 5 trésors et là, ta créature, ton dragon par exemple, prend un gros +5/+5. C'est très très bien. Une autre carte aussi qui est très bien pour générer des trésors et de la menace malheureusement, c'est Kellogg. On le surnomme Kellogg's affectueusement dans le playgroup.
3 pour une 3-2, initiative, célérité, très bien. Quand il attaque, tu cringes ton trésor, encore mieux. Et si tu sacrifies 5 trésors, tu prends le contrôle de la créature ciblée tant que Kellogg's est dans la place. Tu peux le faire uniquement vitesse rituelle. Voilà, très fort. Très fort. Il vient d'arriver, Knuckles. Boah, le Knuckles, le pote de Swank, le pote de Sonic. C'est une 2-4 pour 4. Double initiative, piétinement célérité. Ok. À chaque fois qu'une créature ou plus d'ailleurs inflige des blessures de combat à un joueur, tu crées un jeton trésor. C'est comme la bagarreuse, enfin la casseuse de figure professionnelle, pardon, c'est dans le même esprit. Et il y a là une troisième, alors je ne l'ai pas mentionné parce qu'on n'y arrive plus, surtout que j'ai enlevé 3 cartes qui doublent les tokens. Au début de ton entretien, si tu as 30 artefacts ou plus, tu as gagné la partie. On n'y arrivera jamais, hein, voilà, mais c'est là, au cas où. Voilà, c'est là. Dans le même esprit, je vous l'ai dit que la casseuse de figure professionnelle, hein, 3 pour une 2-3 menace, même principe, tu infliges des blessures de combat à un joueur avec une créature ou plus, tu crées un jeton trésor, et elle dit en revanche, si tu sacrifies un trésor, tu exiles la carte du dessus de la bibliothèque, tu peux la jouer. Donc voilà, ça dépend où tu en es dans la game, soit tu les gardes pour rôle du Mr House, soit tu as besoin de creuser, et dans ces cas-là, tu vas sacrifier ton trésor pour la pioche impulsive. L'auto pour Orzhov, quand un joueur, même toi, caste son second sort à chaque tour, tu perds un point de vie, tu gagnes un jeton trésor. Fun fact, enfin je sais pas si c'est fun ou pas, mais true fact, j'ai perdu comme ça. Il me restait un point de vie, il y a un gars il a joué 2 sorts, je fais bah. Grand joueur, vraiment jouer 2 sorts et me tuer, c'est très fort. Il est très fort lui aussi, le saccageur impitoyable, à chaque fois qu'une créature meurt, qu'une autre créature que vous contrôlez meurt, crée un jeton trésor. C'est pas comme le morbide qui pioche selon qui meurt à la table, on s'en fiche, non là c'est les créatures que tu contrôles meurent, tu craches ton trésor, ça tombe bien, tu vas pouvoir les sacrifier. Quand tu attaques, l'autre sait que le robot 3-3, mais si je le bloque, tu craches ton trésor. Bon, je sais pas trop. Bref, il est très chouette. Et enfin, lui aussi, il est plutôt beau, c'est Xorn. Si tu dois créer un trésor ou plus, tu vas faire le même nombre, plus un jeton trésor. Ça paraît pas comme ça, je suis d'accord. Mais, quand vous avez plusieurs occurrences de trésors qui arrivent, ça peut être très fort. Et justement, je crois que j'ai regardé les règles. Enfin, j'ai regardé les règles. Juste, je crois que je les ai comprises. Si je les ai pas comprises, dites-moi en commentaire si j'ai tort ou pas. Mais il me semble que les occurrences de Mr House se trigger séparément. Imaginons que vous lancez 5d6. Vous faites 6, 5. Vous faites que des 6 quoi. Donc, vous faites 6, 5. Non, vous faites 5, 6 plutôt. Donc, vous créez 5 jetons trésor. Ok. Il me semble que tu vas pas créer 5 jetons trésor, mais 10. Parce que chaque entité, chaque itération de dés est générée de manière unique. C'est d'abord résultat du dé, tu crées un jeton trésor, Xorn te fait créer un jeton trésor. Ok, le premier dé c'est fait. Deuxième dé, un jeton trésor, ok, Xorn arrive. Deuxième jeton. Pour moi c'est ça. Si je me trompe, dites-moi en commentaire, mais il me semble que les itérations de dés sont vraiment différentes les unes des autres. Et du coup ça régale Xorn. On va passer maintenant au fait de ping les adversaires, hein, le côté beaucoup plus costaud de la chose, ce qui fait que j'ai changé mon deck. Pour ça, on commence avec Everett, Viceroy of Plunder. Alors ça c'est coquin. Pour 3, c'est une 2 de vol. Tu peux sacrifier une autre créature en artefact. Tu vas mettre un +1/+1 sur elle, un marqueur +1/+1 sur elle. Si tu sacrifies un permanent qui est un trésor, ça tombe bien avec Mr House on en fait, elle va gagner le lien de vie jusqu'à la fin du tour. Tu peux le faire qu'en rituel. En revanche, quand elle meurt, tu peux payer 2, 1 générique et 1 hybride Rakdos. Si tu le fais, Everett va infliger un nombre de blessures égal à sa force à chaque adversaire. Tu l'auras compris, si tu arrives à pendant ton tour faire en sorte quel est le lien de vie, nanani nanana, avec une force assez balèze, tu vas la saquer, voilà, tu fais en sorte de la détruire, tu vas payer 2, et imaginons qu'elle ait 10 de force, tu vas infliger 10 à tout le monde, ok, mais comme elle a lien de vie, tu vas gagner 30 points de vie, parce que c'est Everett qui deal, et pas infliger la force, et genre, c'est moi en tant que Planeswalker, en tant qu'arpenteur qui fait les dégâts, non. C'est elle qui fait les dégâts, donc ça a le lien de vie. Tu gagnes autant de points de vie que de dégâts totaux qu'elle fait. C'est coquin, j'avoue c'est coquin, c'est très fort. Kemba, le maire profiteur, comme tous les maires, bon, j'ai envie de dire qu'il profite. 3 pour une 2-4, je sais pas comment un jeton Harry sur champ de bataille, sous le contrôle de vos adversaires pour chacun. D'entre eux, tu crées un jeton engagé qui en est une copie. Ça se fait qu'une seule fois par tour. Et à chaque fois qu'il y a au moins un jeton Harry sur le champ de bataille sous ton contrôle, chaque adversaire perd 1 et tu gagnes 1. Ça ping, ça draine, c'est rigolo. Ça c'est une belle saloperie. Apprenti marionnettiste pour 2-1-2 fabrication, tu fais toujours le cerveau, tu ne mettras jamais le marqueur +1/+1. Chaque fois qu'une autre créature ou qu'un autre artefact que tu contrôles est mis dans un cimetière depuis le champ de bataille, chaque adversaire perd un point de vie. Évidemment,
Les champs de trésors, quand tu les sacrifies, ça passe par le cimetière, ça trigger. Les robots, quand ils meurent, ça passe par le cimetière, ça trigger. Ton cerveau, quand il meurt, ça passe par... Bon, je vais m'arrêter là. Chauve-souris de la forêt noire, ça aussi c'est coquin. À chaque fois que vous créez ou sacrifiez un jeton, chaque adversaire perd un point de vie. Ça tombe bien, on crée des jetons robots et trésors. C'est trop fort. L'Adler's Nightblade, ça ping, ça draine. À chaque fois qu'un token que tu contrôles quitte le champ de bataille, +1, -1. Le delta qui fait plaisir. Le tisse-feu téméraire, il est grave cool aussi. À chaque fois qu'un artefact que vous contrôlez arrive, cette créature inflige une blessure à chaque adversaire. C'est une 1-3, petit body intéressant, ça coûte que 2. On va créer plein de tokens. Parfait. Enfin, des tokens artefacts, surtout. Et ça, c'est parfait. Ça vient de Edge of Eternity. Ça aussi, c'est une très belle carte pour 3. La Weft Stalker Ardente. Wow, pas facile à dire. Une de 3, chaque fois qu'une autre créature ou artefact que tu contrôles arrive, cette créature inflige une blessure à chaque adversaire. Et elle a l'hyperespace pour 1. Très cool quand tu joues au Mister House, c'est que tu as un peu de chance de pouvoir créer 3 robots et un jeton trésor. Ça fait tout de suite 4 à la table. Voilà, ça régale. Et enfin, on arrête avec les pings. Zurgo, le broyeur de tempête, qui je crois était le commandant alternatif du préco Mardou, la tempête des dragons de Tarkir. 3 pour une 3-3 mobilisation, quand il attaque, tu vas créer, engageant attaquer un jeton de créature 1 rouge guerrier, tu le sacrifies au début de la prochaine étape de fin. Et à chaque fois qu'un jeton de créature que tu contrôles quitte le champ de bataille, tu pioches si elle attaquait, ou si elle attaquait pas, hein, tu vas faire en sorte que chaque adversaire perd un point de vie. Donc ça c'est rigolo, ça permet voilà, de dealer. Je t'attaque avec des 3-3, qu'est-ce que tu fais? Ok, bon bah si ça meurt, moi je vais piocher, mais si ça meurt pas, attention parce que je vais pinguer tout le monde après. Donc c'est rigolo. En vrai c'est rigolo, cette carte est très chouette, elle est polyvalente, on aime bien. On va passer maintenant au rituel de pioche. Chuchotement nocturne, le classique, pioche de cartes, tu perds 2 points de vie. Une de mes cartes préférées pour piocher, et c'est du blanc. Il y a le malus certes, mais le bonus est si énorme, surtout que je joue quand même pas mal de temps en treachery. Donc en fait pour 3, ça te permet de faire piocher tout le monde, sauf toi. Et tu vas piocher autant de cartes que les autres. Donc imagine, tu as une table de 5, bah, tu vas faire piocher 4, une à chacun, mais toi tu vas piocher 4. Pour 3, je trouve que c'est cool, il y a un côté assez good mood et tout, j'aime beaucoup. Une de mes phrases préférées, ce n'est peut-être la préférée, se séparer, tu détruis toutes les créatures engagées ou dégagées. Mister House peut s'engager, bref, t'as capté, ça peut faire des bêtises. Un peu de gestion dans ce monde de brut, voilà, pour un modal impétuosité de croise tonnerre. Tu détruis l'artefact, l'enchantement, ou tu mets un marqueur +1/+1 sur chaque créature que tu contrôles. Voilà, on a quand même laissé le choix d'avoir une armée de robots et de les augmenter. Encore une fois, c'est peut-être pas le plan de jeu qui va vous faire gagner le plus souvent, mais dans le doute, cette carte a fait tout, donc on la garde. On va lancer des dés maintenant avec les rituels. Le sort de danse macabre, ça permet de lancer à des 20. Chaque joueur va sacrifier une créature et toi, tu vas permettre à ton board de revoir une créature morte de cette manière sous ton contrôle, ou même 2 créatures. Donc c'est pas mal, ça force tout le monde à perdre une créature, toi tu peux en ranimer jusqu'à 2. En vrai c'est plutôt chouette. Dans le même esprit, les 10 de Mercule, tu lances un des 20. Là tu n'auras pas de réanimation, mais soit un adversaire ciblé sacrifie une créature, soit chaque adversaire sacrifie une créature, voire avec la force la plus élevée. Donc c'est très chouette les 10 de Mercule, c'est dommage que ce soit pas en éphémère, mais c'est rigolo, ça marche bien avec Mister House, ça coûte pas très cher, bref on adore. Ça coûte pas très cher aussi et c'est fort, faire fortune. J'aimerais faire fortune de cette manière en payant un rouge, hop je crée un jeton trésor et son flashback de 3. C'est très cool, si c'est dans le cimetière, bah ça peut revenir. Franchement c'est très fort et parfois c'est plus intéressant d'avoir un jeton trésor que du mana coloré. Ça paraît bête, hein, il est très bizarre à dire mais parfois tu préfères pas avoir... Tu préfères avoir un jeton trésor de plus qui te permet de trigger le 4 de Mister House plutôt que d'avoir ton 3 et un seul trésor là, pas de carte en main qui soit vraiment viable et du coup bah, ton Mister House il sent le sexe d'été quoi, il sera vraiment pas intéressant. En éphémère, protection, le charme de l'aube. Mouah, mais ça, cette carte est folle. Tu préviens toutes les blessures de combat, c'est un phoque, quoi, c'est un brouillard. Ou alors tu régénères la créature ciblée, ou tu contrecarres le sort qui te cible. Bon, le contre-sort qui te cible, pas tant que ça. Mais régénérer la créature et prévenir les blessures de combat, ça c'est cool. Trêve de l'aube, une intervention héroïque qui est gentille, voilà, qui permet d'aider les plus démunis ou de faire des petites clauses politiques, on va dire. Toi d'ailleurs, les permanents que tu contrôles, tu as la défense talismanique, et si tu as fait piocher un adversaire, eh bien les créatures, les permanents que tu contrôles ont aussi l'indestructible. C'est une intervention héroïque un peu plus sympathique pour ceux qui se la mangent, on va dire. Ça c'est pas sympathique, c'est un game changer, quand tu te la manges t'as envie de pleurer, la claque déflectrice, c'est trop fort, et on adore. Renaissance de Malakir, d'ailleurs, c'est ça que j'aurais dû faire. Donc je vais faire ça.
Dans le même esprit que la claque défectrice, bah oui, autant faire les choses convenablement. C'est plus ou moins la même chose, sauf que tu lances un dé et que ça coûte 3. Et le truc qui est rigolo par contre, c'est que tu arrives à faire 15 et plus, sachant que tu vas ajouter la force la plus élevée parmi les créatures que tu contrôles. Tu vas pouvoir du coup dévier le sort si tu le désires, et copier et le refaire. Will se goat. Will se goat. Cette fois-ci, je mets la renaissance de Madakir, un must-have dans tous les jeux noirs. Ça permet soit d'avoir un terrain noir, soit de faire en sorte que pour 2 points de vie, tu choisis la créature ciblée et elle reviendra, chaque fois qu'elle meurt, et bien... non, pardon, quand cette créature meurt, pardon, renvoie-la sur le champ de bataille engagé sous le contrôle de son propriétaire. Vraiment très fort. Protection de Teferi, voilà, le panic button, le miracle comme on l'appelle. Ton total de points de vie peut pas changer, t'as la protection contre tout, les permanents passent hors phase, t'exiles, protection de Teferi. C'est pas un game changer pour rien, suicide. De la pioche en éphémère. Pour 2, tu sacrifies une créature, un artefact en plus, tu vas piocher 2, créer un jeton trésor. Très sympa quand je bloque. Ouais, je vais bloquer. Ok, en réponse, ma créature va mourir. Je vais dire des disputes et ça va être très chouette. Et la même chose avec les rites du village, tu vas piocher 2, mais tu vas pas pouvoir créer les jetons trésor. Ce qui est rigolo aussi, c'est de jouer ça quand tu arrives à voler une créature adverse. Ça c'est le petit plus. Avec Kellogg's, tu prends le contrôle, et puis au moment où tu sens que ça sent un peu le cacao, hop, éphémère, je sacrifie la créature que tu avais en fait, que je t'ai volée, elle va dans ton cimetière, mais moi je vais piocher 2 points de vie. Je vais piocher 2 cartes, pardon. Ta créature elle est vraiment très sympa, ton adversaire a le seum. Un grand classique. Fin crépitante pour Mardou, 2 blessures à chaque adversaire sacrifie une créature avec la force la plus élevée parmi les créatures qu'il contrôle. Simple et efficace. Le normalito, retour au pays, sous une forme magnifique en mode Blumboro. Le bétail de contrebande qui est très chouette aussi. Pour 2, t'exiles une créature et tu lances un des 20. Et son contrôleur va avoir soit un bovidé, soit un sanglier, soit une chèvre. En éphémère, ça c'est une grosse surprise. Alors ça, quand t'as 7 ouverts, tu lances 2 des 10, tu choisis un résultat, tu vas ramener sur le champ de bataille avec un nombre de marqueurs +1/+1 égal à ce résultat sur elle une carte de créature depuis ton cimetière. Et avec l'autre, chaque adversaire perd X points de vie, tu gagnes 10 points de vie. Donc si par exemple tu fais 10 et 8, tu vas ramener une créature avec 8 marqueurs +1/+1 sur elle de ton cimetière. Et tu vas infliger 10 blessures à tout le monde. Ouah, ça c'est pas gentil. On passe aux artefacts de la pioche, l'idole de l'oubli. Tu l'engages, tu pioches une carte. Tu peux le faire que si tu as créé un jeton sourcil. Normalement, tu crées des jetons régulièrement, donc il n'y a pas de souci. De la belle rampe à 3, certes, mais de la rampe quand même. Enfin, de la statique qui reste. Hein. Vexing Puzzle Box. Tu l'engages, tu ajoutes un mana de n'importe quelle couleur, tu lances un des 20. Ça, c'est trop fort, très très fort. Et la sacoche à composants, qui elle te fait jongler entre lancer un des 20 et retirer le marqueur. Parce qu'en fait, quand tu vas lancer un des 20, si tu fais 1 ou 9, tu mets un marqueur composant. Si tu fais 10 ou 20, tu mets 2 marqueurs composants. Et en fait, quand tu l'engages, tu lances un des 20. Ou alors tu l'engages, tu retires un marqueur et tu ajoutes 2 manas de couleurs différentes. Donc tu jongles entre Mr. House, on lance des dés, ça fait plaisir. Si Mr. House n'est pas là, bah, tu t'en fiches, tu ajouteras 2 manas de la couleur. Et c'est fort, hein, pour le coup, ça fait plaisir. On va pas se le cacher, ça fait très plaisir. On passe maintenant aux enchantements. Le talent du pourvoyeur, ça permet de piocher si tu crées un jeton, ça permet de copier un jeton que tu possèdes déjà et ça permet aux jetons de créatures que tu contrôles de gagner plus de, donc c'est chouette. Si t'es passé en mode armé, que c'est une game où tu sens que tu as du board, que tu peux faire des trucs avec, les protéger, boum, t'avances et tes 3-3 sont des 5-5. Dawn of the New Age, ça aussi c'est trop bien quand tu as beaucoup de créatures pour 2, tu mets autant de marqueurs, c'est quoi déjà, flambeau, espoir, je sais plus, sur cette carte. Imaginons, tu as 5 créatures, tu mets 5 marqueurs sur lui. Et à la fin du tour, tu enlèves un marqueur, tu pioches une carte. Et quand tu n'as plus de marqueur, bah en plus d'avoir pioché ta carte, tu la sacrifies et tu gagnes 4 points de vie. Très fort. Partenariat prospère, ça aussi c'est très cool. Quand ça arrive, tu crées 2 jetons de créatures 1-1. Et quand tu engages 3 créatures dégagées que tu contrôles, tu crées un jeton trésor. Donc si jamais tu arrivais à floud un peu, bah en fait à la fin du tour, si tu sens que c'est faible, personne ne fait rien. Ok, fin de ton tour, j'engage mes 6 créatures. Et donc je vais créer 2 jetons trésors. Début de mon entretien, tu les tapes. T'es le roi du pétrole. Part du contrebandier en parlant de pétrole, tiens, ou de gnôle. Au début de chaque étape de fin, tu pioches une carte pour chaque adversaire qui a pioché au moins 2 cartes ce tour-ci. Très intéressant. Et tu crées un jeton trésor pour chaque adversaire qui a fait arriver sur le champ de bataille sous son contrôle au moins 2 terrains sourcils. Si vous êtes dans un groupe où il y a beaucoup de fetch ou de deck landfall, la part du contrebandier va vous faire kiffer. Ça coûte que 3 en plus, c'est pas très cher. Contrairement à sa grande sœur qui est un peu plus forte, on va pas se le cacher. Les problèmes viennent par 2 puisque elle c'est très simple, il n'y a pas de tour supplémentaire pour les adversaires. Les adversaires vous attaquent avec 2 créatures, tu pioches, ils piochent leur deuxième carte, tu pioches, ils lancent son deuxième sort, tu pioches. En fait sur la carte il y a écrit quoi qu'il se passe durant le tour, piochez une carte, voilà, dans l'idée.
En termes de ping, on a le tonnerre de l'unité qui vous permet de piocher 2 en perdant 2 points de vie, mais ensuite à chaque fois que une créature que vous contrôlez arrive ce tour-ci, tout le monde, enfin chaque adversaire perd un point de vie, et toi tu gagnes un point de vie, ça marchera sur Sapiens 2 et 3, donc quand elle arrive, hop, tu pioches, et ensuite ton prochain tour et ton prochain tour, ça fera cet effet de ping, drain intéressant. On va aussi avoir un peu de gestion globale, voilà, le banditisme malveillant, ça c'est rigolo, quand ça arrive, ça affiche XB sur chaque créature, et à chaque fois qu'au moins une créature que vos adversaires contrôlent meurt, tu cringes ton trésor, et ça marche une fois par tour seulement, donc ça permet de faire ça par exemple pendant ton tour. Si il y a un adversaire qui va tuer une créature adverse, bah tu vas pouvoir le refaire. Et après ça va passer à l'adverse qui va tuer une créature, hop, et puis tu vois. Donc en un tour de table, si les gens font pas attention, tu peux créer 4 jetons trésor. Normalement les gens font gaffe, mais ça peut être sympathique. Et enfin, dernier enchantement, on va vous montrer la base de mana. Celle-ci, ah là là, cet enchantement, le talent de l'alchimiste, hein, c'est une dinguerie, ça aussi, ça peut vous faire gagner. Quand ça arrive, il y a deux trésors qui arrivent engagés, donc c'est pas dingus, mais si tu payes 2, tu passes au niveau 2, les trésors que tu contrôles vont te filer 2 mana au lieu d'un. Et enfin, pour 5, si tu arrives au niveau 3, à chaque fois que vous lancez un sort, si du mana d'un trésor a été dépensé pour le lancer, cette classe inflige un nombre de blessures égal à la valeur de mana de ce sort à chaque adversaire. Ça peut partir en cacahuète. Place maintenant à la base de mana, la mana base, les 3 terrains de base et bling bling. Attends, c'est Mr House, président PDG, c'est le casino, c'est la banque, il y a des trésors. Il me fallait bien ça. Oh bah attends, j'allais pas avoir des terrains lambda. C'est quand même la banque qui gagne à la fin. On va avoir les 3 terrains qui disent, bah si t'as 2 adversaires, ça arrive de taper. C'est pour ça que je vous dis, c'est toujours très axé EDH multi. Hein. Genre si vous jouez en 1v1, vous allez être très triste de ce qui va se passer. Parce qu'il y a quand même pas mal de terrains qui vont arriver engagés. Ça va vous faire perdre beaucoup de temps. Ça arrive dégagé à partir du moment où tu as 2 terrains ou plus. Donc c'est toujours très chouette. Les Filterland, il me semble que c'est leur blaze. Hop les. Voilà, donc c'est soit du générique, soit si tu as la bonne couleur de la dualité, ça te permet de faire le duo de couleurs que tu veux. Ce qui est quand même assez chouette. On a dans le même esprit de trio, rien à voir évidemment avec le groupe, les bigous. Voilà, tu choisis la phase qui t'intéresse, je trouve ça plutôt cool. Les terrains également Desert Drift qui sont très sympathiques, et comme il y a beaucoup de fetch, vous allez le voir dans ce deck, bah, tu as toujours ta montagne ou ta plaine, hein, d'autant plus que si tu arrives à fetch Tourin le Triome, bah tu l'as, ta montagne, ta plaine, ton marais, donc t'es pas embêté. La traditionnelle tour de commandement qu'on ne présente plus, l'esplanade des héros qu'on ne présente plus, puisque ça permet de protéger et de mettre le mana que tu veux pour lancer un sort légendaire, tout ça, bref, vous connaissez. Le Reflecting Pool, alors j'aurais pu mettre le verger exotique, parce que en l'occurrence, le verger exotique, tu es quasiment sûr que tu as tes couleurs, hein. Quand tu es dans une table, normalement, tu as tout le monde joue toutes les couleurs, voilà. C'est rare qu'il y ait une couleur qui manque, mais je me suis dit, c'est Fallout, c'est Mr House, on va faire le Fallout pour faire plaisir. Port-Fontaine, parce qu'on peut sacrifier un jeton pour piocher une carte, parce que pour 4 on peut crash ton trésor. Si vraiment t'as rien à faire dans ta main et que t'es en PLS, j'ai envie de dire normalement Port-Fontaine c'est jamais perdu. On va passer maintenant au légendaire de Lord of the Ring, les mines de la Moria. Pourquoi? Parce que quand tu exiles 3 cartes de ton cimetière pour 4, ça crée 2 jetons trésor. Pareil, si t'as pas grand chose à faire, créer 2 jetons trésor, ça peut vraiment faire la diff par rapport à avoir des terrains ouverts. Donc on sait jamais ce qui peut se passer selon ce que tu as besoin. Les mines de la Moria, ça peut être chouette. Minas Tirith, si jamais tu attaques avec 2 créatures, minimum, ben pour 2 tu l'engages, tu pioches une carte. Pareil, ça peut être assez chouette. Et une carte, alors celle-ci est comme ça, elle paye pas de mine, hein, la mythique Mount Doom. Mais son 7 est turbo puissant. Pour 7, tu sacrifies la Mount Doom et un artefact légendaire. Donc normalement, c'est le One Ring, mais il n'est pas dans le deck, donc c'est Mr House, qui est une créature artefact légendaire. Et tu choisis 2 autres créatures, n'importe lesquelles. Et ensuite, tu vas détruire le reste. Tu peux l'activer que en rituel. Mais ça, là, ça, pareil. Hein. Ça m'a sorti de situation désespérée. C'est ultra fort. Et comme en plus, c'est pas un sort, parce que c'est pas jeu, c'est une capacité activée. Hein. Cette Mandoum, pour la contrecarrer, faut se lever tôt. Faut vraiment avoir le truc qui va bien, et pas forcément facile. Donc Mandoum, c'est très fort. On va avoir également les 3 Shockland ou Raveland, appelez ça comme vous voulez, qui sont juste ici. Et enfin, on va terminer avec les 9 fetch, car oui, il y a un fetch que je ne peux pas utiliser, c'est le Simic, le bleu-vert, car il n'y a ni bleu, ni vert dans le deck, donc il y a les 9 autres. Voilà.
Pour ceux qui se posent la question, oui, j'ai le droit d'avoir ça, car les fetch n'ont pas de mana, n'ont pas d'identité de couleur, c'est là pour être là. En revanche, je ne peux pas choisir des terrains qui contiennent le mauvais mana. Par exemple, je peux pas, pour le contrefort boisé, aller chercher un terrain qui fait du vert et du rouge. Mister House n'a pas de vert, donc je suis obligé d'aller chercher un truc qui fait du vert, du rouge, pardon, et ou du blanc, et ou du noir. Voilà, c'est la seule petite limite au fetch, mais c'est trop fort pour dire que c'est limite, ça me paraît même plutôt assez logique. Mesdames, messieurs, vous venez de voir la deck tech de Monsieur Ouz, président et PDG. Un deck trop rigolo, trop fun, on s'amuse, il y a des lancers de dés, il y a du hasard, il y a du chaos, il y a un peu de politique, il y a de l'aristocratie. Bref, il est fort, il est fun, vous pouvez le retrouver sur Moxfield, bien évidemment, si jamais il vous chauffe, avec le petit commentaire qui va bien, que vous pouvez laisser dans Moxfield, et évidemment, sur cette vidéo YouTube, vous pouvez liker, commenter, partager, ça me fera plaisir. Si vous avez du coup des réponses sur les points de règle, n'hésitez pas, et si vous avez des cartes aussi très fortes à mettre dans le deck, n'hésitez pas à mettre ça, je regarderai ça avec grand plaisir. Je vous embrasse les petits potes à la compote, je vous remercie beaucoup d'avoir été présent pour cette deck tech et je vous dis à tout bientôt pour de nouvelles aventures, peut-être sur Twitch du mardi au vendredi de 9h à midi, mais ça c'est une autre aventure. Ciao tout le monde et merci encore d'avoir été présent pour cette deck tech.